Je m'appelle Frédéric Messier, je suis APPR, donc agent de planification, de programmation et de recherche, et ce qu'on appelle chez nous coordonnateur de recherche clinique. Je suis à l'IU-RDPM, l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Les travaux qu'on s'apprête à vous présenter sont le fruit, bien sûr, d'un travail collaboratif, d'un travail d'équipe, dont le noyau était constitué d'une conseillère scientifique à l'UETMI, soit l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention du CIUS du Centre-Sud ici à Montréal. Cette conseillère s'appelle Christine Maltais. Également, dans notre noyau figurait une bibliothécaire, Karine Bélanger, dont la contribution est incontournable, sans qui nous n'aurions pas pu réaliser le projet. Dans notre noyau figuraient également deux APPR, respectivement issus des milieux de la dépendance et de la réadaptation en déficience physique. Il s'agit de mon collègue Akram Djouini. Bonjour Akram, et co-présentateur aujourd'hui, et de moi-même. Se sont greffées à ce noyau deux chercheuses, respectivement issues des deux milieux également. Il s'agit de Nadia L'Espérance, de l'Institut universitaire sur les dépendances et professeure-chercheuse à l'UQTR, et de Hélène de Guise, de l'IU-RDPM et professeure à l'Université de Montréal. J'ai principalement contribué à la préparation du devis de recherche, à la collecte et à l'extraction des données en collaboration avec Akram. Je vais donc vous présenter ces sections-là de nos travaux pour commencer et pour contextualiser ce qui suivra. Et puis, dans une quinzaine de minutes peut-être, je vais passer le micro à mon collègue Akram, qui a pour sa part davantage travaillé avec Christine à développer le cadre d'analyse de données, donc et à le déployer, l'opérationnaliser, à organiser les constats et à formuler les recommandations. Alors, on essaiera d'arriver à ce point-là de façon aussi efficace que possible. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation conjointe donc de l'UETMI, de l'IU-RDPM et de l'IUD du CIUS du Centre-Sud, intitulée « Soutenir l'intégration sociale des personnes avec un TCC qui présentent une consommation à risque ou problématique de substances psychoactives ». L'objectif de la présentation d'aujourd'hui est de décrire les constats et recommandations qui découlent de ces travaux, tout en fournissant un minimum de contexte. Frédéric, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un partage d'écran? Je n'ai pas fait ce partage d'écran encore. Non, pas encore. J'y venais. Alors, donc, tout en fournissant un minimum de contexte pour vous permettre de mieux comprendre leur portée. Je vais faire de ce pas le partage d'écran. Vous devriez voir pas la bonne page. Voici la page couverture. Akram, on est bon? Super. Alors, on lance ça. Merci à toutes et à tous d'être là. Donc, j'ai nommé les membres de l'équipe, en fait, du noyau. Le plan de la présentation, comme je l'ai indiqué, je vais vous parler des objectifs, donc du contexte de réalisation du projet, qui l'a demandé et pourquoi, du mandat qui nous a été donné, et puis de la méthodologie. Je passerai le micro à Akram pour la section résultats, triangulation et délibération et recommandations. Alors, l'objectif de la présentation, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pas de la présentation, mais du projet, c'était de dresser un portrait. Le mandat vraiment qui nous a été donné, c'était de dresser un portrait des interventions psychosociales, donc non pharmacologiques, qui se sont montrées efficaces sur l'intégration sociale ou la consommation de substances psychoactives chez les personnes qui ont subi des traumatismes crânio-cérébraux et qui présentent une consommation à risque ou problématique de substances psychoactives. On a découpé ça à partir des caractéristiques des interventions, qui ça donne à avoir été éprouvé. Puis on a présenté les recommandations de pratique pour chaque dimension d'un modèle d'intégration sociale dont il sera question un petit peu plus tard, ainsi que pour la consommation de sport. Alors, contexte. Les adultes avec un trauma crânien sont plus susceptibles que la population générale de présenter une consommation qui soit à risque ou problématique de substances. Je vais dire substances pour faire court, mais on parle toujours de substances psychoactives, bien sûr. Les écrits scientifiques nous l'ont montré. Dans la littérature, avant un TCC, selon les documents qu'on consulte, il est question de 44 à 79 % des personnes qui présenteraient des problèmes liés à l'abus d'alcool. Une proportion de 21 à 40 % présenteraient des problématiques liées à l'abus de drogue. C'est une étude de West 2011. Post-TCC,
Les taux rapportés de consommation problématique se situeraient entre 7 et 46 pour l'alcool, entre 6 et 20 pour la drogue. Au siège du Centre-Sud, quand on est allé faire notre collecte de données, les données qu'on a réussi à identifier suggéraient que l'historique d'abus de substances arrivait au premier rang, de facto, des facteurs de complexité chez les usagers avec TCC qui étaient référents en réadaptation. Alors, où ça nous mène? C'est que c'est une réalité vécue par les intervenants de nos milieux, donc des milieux cliniques de réadaptation. Au CIUS du Centre-Sud, on a aussi des milieux socio-résidentiels et on a un programme qui s'appelait le programme de troubles graves du comportement qui a évolué depuis le moment où le projet a commencé, là, qui est rendu une offre de service supra-régionale, mais c'était observé par les intervenants de ces différents milieux-là, la prévalence de cette problématique. Donc, ils ont... Ouais. On a noté aussi, là je le note, quand on est parti à la pêche et vérifié dans les milieux l'importance de cette problématique, on a constaté ou on a eu des échos des intervenants que c'était également prévalent, je disais, dans les ressources socio-résidentielles. À Montréal, on a des ressources à assistance continue, donc des résidences avec supervision 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui permettent d'accueillir des personnes avec un trauma crânien qui ne peuvent pas résister à la maison. Il y a 8 ou 9 de ces résidences-là sur le territoire de Montréal. Il y a une ressource de soins de longue durée, le MADO, le Manoir de l'Âge d'Or au centre-ville, qui accueille une clientèle âgée, souvent issue de l'itinérance, qui nous a rapporté être confronté à cette problématique-là aussi, puis qui a été incluse dans notre projet, donc à qui on a pensé lorsqu'on a recueilli nos données contextuelles, nos données expérientielles et formulé les recommandations. C'est une... J'étais rendu là. Le mandat qui nous a été donné, donc, le demandeur, à la base, c'était le programme, la direction des TSA-DP, donc la déficience physique, qui comportait le programme TCC. On avait des demandeurs issus du programme TCC qui collaborent étroitement avec le programme des troubles graves du comportement. Et puis, ensemble, ils se sont mis et ils nous ont demandé dans le fond, une ethnie sur le thème de la consommation en lien avec le TCC. Les gestionnaires nous ont donné ce mandat afin d'identifier les balises qui permettraient d'orienter leur offre de services. Une revue systématique de la littérature a donc été réalisée. Des données contextuelles visant à décrire les services actuellement offerts dans chacun de ces programmes. On parle du programme TCC offert sur un mode ambulatoire, donc RAIS, TCC RAIS. On parle des RAC, des ressources à assistance continue socio-résidentielle, et on parle du Manoir de l'Âge d'Or. On a recueilli des données contextuelles auprès de ces trois ressources-là. On a également reçu le mandat de dresser un portrait général de la population desservie par ces programmes et de collecter des données expérientielles résultant d'un questionnaire distribué aux intervenants de ces trois milieux. Les questions de la collecte de données expérientielles portaient sur les attitudes vis-à-vis des pratiques fondées sur les données probantes, les besoins et les attentes des intervenants. L'idée d'une ethnie étant de formuler des recommandations qui sont basées à la fois sur la littérature, les données contextuelles, les données expérientielles, donc des recommandations qui auront du sens et pourront être opérationnalisées par nos demandeurs. Je suis là. Ah, ben, je n'avais pas allumé ça. Bon. Méthodologie. On y vient. Dans un premier temps, nos travaux ont été réalisés avec la bibliothécaire. Donc, l'équipe de projet a travaillé étroitement avec la bibliothécaire pour développer un PICO, un cadre de sélection des études à examiner. À ce moment-là, différents choix stratégiques ont été faits. On a identifié la population, donc on a choisi d'aller pêcher les études qui concernaient les TCC légers, modérés et sévères, sans distinction, et les usagers qui présentaient une consommation à risque ou problématique. Donc, pas nécessairement problématique d'emblée, mais à risque également. Ce choix stratégique fut fait d'emblée. Dans le PICO, on a choisi d'aller chercher des études qui relevaient ou qui étudiaient ou évaluaient des interventions psychosociales axées sur l'intégration sociale ou la consommation. Par intégration sociale, qu'est-ce qu'on entendait? On s'appuyait sur le cadre de référence du programme TCC chez nous en DP qui stipulait que l'intégration sociale s'appuyait sur des interventions centrées sur l'usager, individualisées et ou
éducative et ou écologique, systémique, interdisciplinaire et ou compensatoire. On a choisi d'inclure des études qui présentaient une comparaison. Donc, tous les résultats dont on va discuter plus tard reposent sur des devis pré-post ou avec ou sans comparaison de groupe. Donc, ça dépend si ça se présentait. Et puis, quel outcome on a inclus là, dans notre recension d'écrit? Les études à retenir devaient présenter des outcomes associés à l'intégration sociale, comprise comme l'une des dimensions évoquées ici, ou sur la consommation, puisqu'il s'agit d'un élément essentiel là, des balises qu'on cherchait à établir. Ensuite de ça, la recherche documentaire, je fais un détour passager. Dans un deuxième temps, on a travaillé avec la bibliothécaire, dans le fond, pour développer une stratégie de recherche par mots-clés dans les bases de données sélectionnées qui reflèterait bien le PICO, puis qui était ni trop large ni trop étroite et qui donnerait un volume de littérature gérable qu'on pourrait analyser. En travaillant ces critères, on a obtenu un premier bassin de, en bas à droite, 4194 articles, sans doublon. On était confiant, rendu là, d'avoir capté pas mal tout ce qui pouvait être capté dans les publications validées par les pairs. Mais, par acquis de conscience, on est aussi allé voir la littérature grise. Donc, avec la bibliothécaire encore, on a développé une stratégie pour aller chercher sur Google, Google Scholar, avec différentes combinaisons de mots-clés. On a trouvé d'autres résultats. On a examiné des sites web qui émergeaient lorsqu'on faisait ce type de recherche-là aussi. Et donc, voici l'arbre qu'on retrouve quand on fait une revue systématique. Au final, comme vous pouvez le voir, un total de 312 plus 4702 égale 5014 publications ont été repérées dans les bases de données scientifiques et la littérature grise. Une fois les doublons exclus, une fois que notre équipe a examiné les titres, les résumés, exclu les articles qui n'étaient clairement pas pertinents en lien avec notre PICO, on s'est retrouvé avec 35 articles retenus pour lecture complète. On est allé voir s'ils respectaient les critères qu'on s'était fixés dans le PICO. Akram et moi les avons lus avec cette grille-là, puis on a fini par identifier 14 articles qui correspondaient aux critères définis avec nos demandeurs au début du processus. Ces 14 études évaluaient 13 interventions. Il y en a 2 qui évaluaient la même intervention. Méthodologie. Je reviens sur cette notion qu'une ETMI n'est pas qu'une revue systématique. Une ETMI s'efforce de trianguler les données scientifiques issues de la littérature, des données contextuelles issues de l'offre de services actuelle et des données expérientielles recueillies auprès des intervenants concernés là, concernant afin que les recommandations aient du sens. Résultat, je m'apprête à passer la parole à Akram, mais voici les 14 études et les 13 interventions qui ont été retenues au terme de ce long processus. Elles sont toutes axées sur l'intégration sociale ou la consommation de substances psychoactives. Elles présentent néanmoins des différences importantes entre elles, ces études. Alors, on a trouvé tout un panier d'études très différentes. Entre autres, l'intensité des interventions offertes varie beaucoup d'une étude à l'autre, alors que des programmes d'intervention comme le Vinland Program sont très intensifs, prévoient 20 à 39 heures par semaine, parce qu'ils sont offerts tantôt dans un milieu hospitalier ou tantôt dans un milieu résidentiel. Il y a d'autres programmes, comme celui de Christopherson, sur la réduction du stress basé sur la pleine conscience. Ce type d'intervention-là offre un cadre beaucoup plus standardisé sur 8 semaines, 1 heure par semaine. Donc, j'ai dit standardisé, mais je voulais dire beaucoup moins intensif. D'autres interventions sont offertes sur une durée relativement courte. Par exemple, il y a une intervention qui examine l'entretien motivationnel d'une seule séance de 20 à 60 minutes offerte, c'était en milieu hospitalier, chez Bombardier et Rimmel, 1999. Alors, je passe la parole à mon collègue Akram. Comment avons-nous extrait l'information de tout cela et comment sommes-nous arrivés à des constats et des recommandations? Je vais cesser le partage d'écran. Je passe la parole. Merci de votre attention. Merci Frédéric. Maintenant, pour ce qui est des effets de ces 13 interventions qui ont été évaluées par les 14 études qui ont été retenues dans le cadre de notre ETMI, en matière de variables d'intérêt examinées pour évaluer les effets des interventions sur les dimensions de l'intégration sociale ou la consommation de substances psychoactives, comme vous pouvez le voir dans ce tableau-là,
La consommation de substances psychoactives, l'adaptation psychologique, l'intégration à l'école ou aux activités productives et les milieux de vie sont les dimensions qui ont été les plus fréquemment évaluées. Divers indicateurs ont été utilisés pour mesurer les effets de ces interventions. Par exemple, pour la consommation, elle a été évaluée entre autres par la quantité et la fréquence de la consommation, l'adaptation psychologique par le niveau d'anxiété et de dépression, l'adaptation au milieu de vie par l'intégration au domicile, l'intégration à l'école ou aux activités productives par le statut occupationnel et l'indépendance par l'autonomie dans le fonctionnement au quotidien. Quant à la vie sociale, par exemple, et l'appartenance, elles ont été évaluées par l'implication sociale dans la communauté ainsi que le niveau relationnel. Comme vous pouvez voir aussi dans le tableau, lorsqu'une intervention a des effets bénéfiques, vous avez un check vert, et lorsque l'intervention, quand elle a été évaluée, mais qu'elle n'a pas démontré d'effet bénéfique, vous allez trouver un trait noir. On peut noter une certaine convergence en matière d'effets sur certaines dimensions, telles que par exemple l'intégration au travail, où on voit plus de check vert que de traits noirs. Et aussi, on voit aussi une certaine convergence sur d'autres variables telles que le milieu de vie, par exemple l'adaptation psychologique ou bien l'indépendance. Toutefois, par exemple, on note une certaine ambivalence dans certains effets sur d'autres dimensions, telles que par exemple la vie sociale ou le sentiment d'appartenance, ou entre autres aussi sur la consommation, qui a été la variable la plus, ou la dimension qui a été la plus évaluée par les études, où on va dans la moitié des cas sur les 10 études qui ont évalué cette dimension-là. Il y en a 5 qui ont rapporté des effets bénéfiques, et il y en a 5 qui n'ont pas rapporté d'effet du tout. Donc, ça démontre vraiment une certaine ambivalence. En plus, pour ce qui est des analyses et des niveaux de preuves à déterminer pour l'efficacité des interventions, donc en plus du nombre d'études ayant rapporté des effets bénéfiques ou pas, comme on l'a vu tout à l'heure pour la consommation, par exemple moitié-moitié, l'appréciation de la preuve a été réalisée aussi en examinant les preuves d'efficacité des interventions en tenant compte des caractéristiques méthodologiques et aussi des caractéristiques propres à la nature des études et des interventions et reconnues pour faire varier cette appréciation. Sur le plan des éléments qui ont été considérés, comme vous pouvez le voir à gauche de la diapositive, donc certains éléments ont été considérés, entre autres le nombre total d'études, le nombre total des participants pour chaque étude, la cohérence des résultats entre les études, le type de devis qui a été utilisé, la qualité des études selon la qualité méthodologique qui a été évaluée par un outil standardisé qui a été pris en compte aussi. Ainsi, les niveaux de preuve ont été classés en 4 grandes catégories qu'on pouvait voir dans la pyramide. Le sommet de la pyramide, ça veut dire que le niveau de preuve est assez élevé, et le bas de la pyramide, ça veut dire que le niveau de preuve est faible. Et en 4 catégories, la première, c'est niveau de preuve établi, presque établi, émergent ou non établi. Au terme de cet exercice-là, pour évaluer les niveaux de preuve et des effets des interventions, et en tenant compte des caractéristiques cliniques des interventions, les niveaux de preuve ont été attribués pour chaque dimension. Donc, les pratiques d'intervention ont été codifiées d'abord en interjus selon les caractéristiques cliniques d'intervention qu'elles utilisent, qu'elles soient centrées sur l'usager, individualisées, éducatif, écologique, systémique, interdisciplinaire et compensatoire. Et en considérant les caractéristiques méthodologiques et la cohérence des résultats issus des études qui ont examiné les effets des interventions sur l'adaptation psychologique, sur l'intégration au milieu de vie, sur l'intégration à l'école ou aux activités productives, le niveau de preuve de ces dernières a été jugé presque établi, comme vous pouvez le voir ici. Ainsi, pour l'adaptation psychologique, par exemple, les interventions qui renforcent, qui ont des caractéristiques d'intervention centrées sur l'usager et individualisées, ça veut dire qu'ils renforcent les aptitudes et de la personne et qui améliorent la confiance et l'estime de soi aussi. Celles qui tiennent compte des capacités cognitives et psychologiques et motivationnelles de la personne sont celles qui ont démontré des effets bénéfiques sur l'adaptation psychologique. En matière d'effets, des caractéristiques d'intervention qui ont démontré des effets bénéfiques sur l'intégration au milieu de vie, des interventions qui ont permis de soutenir l'autonomisation et renforcent les capacités de la personne, qui prennent en considération les particularités aussi, qui ont permis d'acquérir des connaissances sur les effets de la consommation à risque problématique, qui ont planifié les activités de la vie quotidienne à même le milieu de vie et qui ont encouragé la participation de la famille sont celles qui ont démontré des effets bénéfiques. Enfin, pour l'intégration à l'école ou aux activités productives, les pratiques d'intervention qui ont été éprouvées ou démontré des effets sont celles qui ont renforcé la capacité du usager à surmonter les difficultés perçues et à utiliser efficacement les ressources disponibles, celles qui ont tenu compte des capacités cognitives, psychologiques et physiques relatives à l'exercice de l'activité, celles qui ont formé des milieux d'accueil et des
sur les difficultés d'intégration liées au traumatisme et à la consommation, et celles qui ont permis de soutenir la reprise graduelle des activités productives en collaboration avec les milieux d'accueil, et enfin celles qui ont planifié les activités de socialisation dans les milieux d'accueil, donc à même les milieux de travail, qui ont démontré des effets bénéfiques. Pour ce qui est maintenant de l'indépendance de la vie sociale et du sentiment d'appartenance, les caractéristiques méthodologiques et les niveaux de cohérence entre les résultats issus des études qui ont examiné les effets de ces interventions sur ces dimensions-là, les trois, l'indépendance, la vie sociale et le sentiment d'appartenance, le niveau de preuve de ces dernières a été jugé émergent. Ainsi, l'indépendance, pour l'indépendance, par exemple, les interventions qui soutiennent et qui renforcent la confiance et les compétences d'adaptation, celles qui tiennent compte des particularités de l'individu, celles qui ont favorisé la collaboration et le soutien de la famille et des amis, celles qui ont favorisé l'acquisition des compétences, des connaissances, des effets sur la consommation, sont celles qui ont démontré des effets bénéfiques sur l'indépendance. En matière de vie sociale, les pratiques d'intervention qui ont encouragé la socialisation et ont renforcé les capacités de l'estime de soi, celles qui ont permis d'offrir des activités personnalisées à l'individu, celles qui ont aussi permis des activités qui ont été réalisées à même le milieu de vie, donc par exemple dans la communauté, et qui ont favorisé le soutien familial, qui ont démontré des effets bénéfiques. Enfin, pour le sentiment d'appartenance, les pratiques d'intervention qui ont encouragé les interactions sociales, donc des activités qui rejoignent les intérêts de la personne, celles qui ont offert des activités personnalisées, celles qui ont permis de maintenir des liens avec les ressources communautaires et les groupes d'entraide et de discussion, et celles qui ont favorisé le soutien de la famille, qui ont démontré des effets bénéfiques. Pour finir, et enfin, et en raison de l'ambivalence des résultats issus des études qui ont examiné les effets des interventions sur la consommation de substances psychoactives, le niveau de preuve de ces effets demeure émergent. Les pratiques éprouvées indiquent que les interventions qui renforcent les capacités à prendre en main, renforcent les capacités de l'individu à se prendre en main pour les problèmes de consommation, celles qui visent à acquérir les connaissances des effets des connaissances sur les effets de la consommation sur le traumatisme, celles qui ont utilisé des stratégies adaptées et personnalisées, celles qui ont offert, selon les besoins, des services spécialisés, dépendance, des soins infirmiers, en orthophonie, en ergothérapie, en tenant compte des difficultés, je veux dire, vraiment de la personne, et celles qui ont impliqué les membres de la famille et les amis qui ont démontré des effets bénéfiques sur la consommation. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'on avait utilisés, ça, en plus des caractéristiques cliniques, il y a d'autres éléments complémentaires qui sont liés au contexte de l'intervention. Les interventions fournies par les études ne permettaient pas vraiment de tirer des conclusions quant à l'efficacité des interventions préventives en contexte hospitalier ou en RFI, donc en réadaptation fonctionnelle intensive. En effet, il y avait deux études qui ont réalisé en RFI qui n'ont démontré qui n'ont évalué l'efficacité de l'intervention préventive que sur la consommation. Et en plus, elles ont rapporté des résultats mitigés. Donc, il y en avait une qui a démontré un effet bénéfique et une qui n'a pas démontré des effets bénéfiques. Cependant, la seule étude ayant évalué l'efficacité de l'intervention au contexte hospitalier sur l'intervention, sur l'ensemble des dimensions de l'intégration sociale, elle rapporte des effets bénéfiques. Les interventions réalisées à la phase de réadaptation sociale, donc en RAIS, par exemple au centre de toxicomanie, au milieu carcéral, dans la communauté, sont celles qui ont été les plus évaluées par les études retenues. Par ailleurs, ce sont celles qui ont, à cette phase-là, donc la phase de l'intégration sociale, que les bénéfices ont été les mieux établis. Maintenant, en plus de toutes ces données scientifiques qu'on vient de voir, on a fait aussi une collecte de données contextuelles et aussi des données expérientielles qu'on va voir par la suite. En matière de données contextuelles, le but, c'était vraiment de dresser un portrait de la population qui est desservie dans les milieux cibles. Donc, le profil sociodémographique et clinique des usagers desservis dans les RAIS et les RAC et correspondait vraiment aux échantillons des 14 études incluses, donc en matière d'âge, de sexe, en matière de niveau de consommation. Ces informations suggèrent que les constats à l'égard des milieux de pratique d'intégration sociale risquent vraiment de bien s'appliquer à la clientèle TCC, RAIS et RAC, ainsi qu'à celle du MADO. On note aussi qu'il y a une convergence entre les caractéristiques cliniques des interventions utilisées dans les milieux, donc en RAIS, en RAC et en MADO, et celles des interventions éprouvées dans les études, qui ont été prouvées comme étant efficaces, donc celles qui ont été centrées sur l'usager individualisé et éducatif. Ces éléments de contexte laissent croire vraiment que les meilleures pratiques pourraient bien s'intégrer dans les offres de services de ces trois milieux. La recherche
Dans les éléments de contexte aussi, ce qu'on a découvert, c'est que la recherche, le dépistage des problèmes de consommation de substances psychoactives, incluant les antécédents d'abus et de substances, dans les milieux cibles tels qu'on parlait d'ARIS, de RAC et MADO, ne se fait pas vraiment de façon systématique pour tous les usagers. Aussi, l'accès à des informations colligées au dossier sur la problématique est vraiment variable. Et donc, il est possible que les proportions actuelles d'usagers présentant des consommations soient vraiment sous-représentent l'ampleur du problème de la consommation dans ces milieux-là. En plus des données contextuelles qu'on vient de voir, comme je vous ai dit, on a fait aussi une collecte de données expérientielles. On a réalisé un sondage auprès de 26 intervenants qui ont répondu aux critères d'inclusion. Donc, il y en avait, parmi ces 26 intervenants, il y en avait 12 qui répondaient aux critères d'inclusion, qui 6 provenaient des RAIS et 6 qui provenaient des RAC. Et les 14 autres qui provenaient tous du MADO ont été exclus parce qu'ils n'ont pas eu à travailler au moins une fois avec un adulte et ont subi un TCC tous au cours des 12 derniers mois. Des secteurs professionnels des répondants, il y en avait des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs, il y en avait 9. Il y en avait des intervenants psychosociaux et autres professionnels de la réadaptation. Pour ce qui est des caractéristiques cliniques des interventions et des dimensions d'intégration sociale, on a noté, dans l'analyse des données expérientielles a permis de noter une convergence entre les caractéristiques cliniques des interventions éprouvées par les études retenues, donc celles qui sont centrées sur l'usager individualisé et éducatif, et l'importance accordée par les professionnels des milieux en RAIS et en RAC. Et aussi l'importance accordée aux caractéristiques d'intervention et aux dimensions d'intégration sociale indique vraiment que les meilleures pratiques d'intégration sociale ont de fortes chances d'être adoptées par les professionnels et les services cibles, donc en RAIS, en RAC et aussi en MADO. En se basant sur les résultats des différentes analyses et sur la convergence des données issues des 3 sources d'informations qu'on vient de voir, des constats tout à l'heure ici de la littérature scientifique, des données contextuelles sur le profil des usagers et expérientielles sur les données collectées par les intervenants, la synthèse et la triangulation de ces 3 corpus d'informations a permis d'élaborer des recommandations de pratiques destinées aux intervenants des milieux cibles. Ces recommandations ont été discutées selon une méthode de consensus informel par un comité délibératif constitué de nombreux experts scientifiques dans le domaine, dont une en réadaptation et une en dépendance, et de 2 intervenants cliniques et des membres de l'équipe de projet, et ainsi que les membres de l'équipe de projet. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué au processus de délibération. Au préalable et avant d'entamer les recommandations, je vois l'heure si je suis. On a encore le temps. Donc, considérons l'impact que pourraient avoir les problématiques de consommation sur la substance dans le processus d'intégration sociale sur les usagers ayant subi un TCC. Et étant donné que les recommandations du présent rapport s'adressent aux usagers ayant subi un TCC dont les problématiques de consommation ont déjà été identifiées, une approche vraiment de dépistage et d'évaluation de ces problématiques, incluant les antécédents d'abus ou de dépendance, devrait fortement être considérée afin de colliger plus systématiquement ces informations au dossier et aussi de faciliter l'orientation des interventions à privilégier. Maintenant, on va passer aux recommandations, ce qui est probablement la partie qui intéresse le plus les participants. Donc, il y a eu 5 catégories de recommandations qui ont été élaborées. Chacune d'entre elles a été classée selon qu'elle soit avec ou sans réserve. Les 3 premières recommandations qui portent sur l'adaptation psychologique, sur l'intégration à l'école ou aux activités productives et celles sur l'intégration au milieu de vie et l'indépendance dans l'environnement portent la mention sans réserve. Qu'est-ce que ça veut dire sans réserve? Cela signifie que le niveau de preuve des données scientifiques, de même que leur convergence avec les données contextuelles et expérientielles, est élevé. Ainsi, le niveau de confiance que la recommandation ait des effets bénéfiques, il est élevé. Pour les 2 dernières recommandations, à savoir celles qui portent sur la consommation de substances psychoactives et celles qui portent sur la vie sociale et le sentiment d'appartenance, ces dernières portent la mention avec réserve, qui renvoie au fait que les résultats entre les études, qui sont parfois positifs, parfois sans effet, ne sont pas unanimes. Elles peuvent parfois être soutenues par des programmes ou des pratiques. Ainsi, ces recommandations peuvent aussi s'appliquer, mais avec une certaine précaution selon les situations et les particularités de l'usage. Pour la première recommandation qui porte sur l'adaptation psychologique,
Cette recommandation qui a été classée sans réserve, comme je viens de le dire, les usagers qui éprouvent des difficultés psychologiques, qui éprouvent de l'anxiété, de la dépression, etc., ils devraient bénéficier d'activités qui leur permettent de se réapproprier leur activité, leur capacité, pardon, et qui renforcent leurs aptitudes afin qu'ils puissent mieux connaître leurs particularités et leurs besoins, renforcer leur estime de soi et mettre en valeur leur potentiel. Ces interventions aussi qui s'adressent à ces gens qui éprouvent des difficultés d'adaptation devraient considérer les capacités cognitives et psychologiques ainsi que le profil motivationnel de l'usager. Elles devraient identifier et définir des objectifs réalistes et adaptés à la situation de l'usager. Elles devraient aussi permettre d'avoir accès à des activités qui suscitent l'intérêt de la personne et aussi elles devraient aider à identifier les facilitateurs et les obstacles à l'intégration sociale tout en impliquant la personne pour qu'elle soit impliquée dans l'identification de ces facilitateurs et ces obstacles. Pour ce qui est de la deuxième recommandation qui, elle, porte sur l'intégration à l'école et aux activités productives, telles que le travail ou le bénévolat, la recommandation porte la mention sans réserve. Ça veut dire qu'il y a la probabilité que des pratiques d'intervention qui suivent cette recommandation aient des effets bénéfiques est assez élevée. En plus des services de réadaptation usuels tels que les conseils d'orientation professionnelle ou scolaire qui existent actuellement, les usagers qui souhaitent vraiment réintégrer un milieu de travail ou scolaire devraient bénéficier d'accompagnement soutenu afin de prévenir les difficultés d'adaptation et de consommation au travail. Les interventions devraient être réalisées en collaboration étroite avec l'usager et les employeurs ou les écoles partenaires et en bénéficier au préalable de formation. Donc, il faut idéalement des interventions dans la littérature qu'on avait identifiées qui ont démontré des effets bénéfiques, ont été réalisées avec des partenaires ou des milieux d'accueil ou des milieux de stage ou de bénévolat qui ont été formés déjà au préalable sur les difficultés du traumatisme crânio-cérébral et ses conséquences et sur les difficultés de la consommation. Donc, il faut vraiment que ce soit les partenaires qui soient préalablement formés sur les difficultés d'intégration liées au TCC. Les interventions devraient encourager une reprise d'abord très graduelle des activités scolaires ou professionnelles, tout en prévenant la reprise et l'augmentation potentielle de la consommation. Elles devraient considérer les capacités cognitives, psychologiques et physiques relatives à l'exercice des activités professionnelles et scolaires, ainsi que les impacts potentiels de la consommation sur la capacité. Elle devrait aussi proposer des activités professionnelles et scolaires qui rejoignent les intérêts de l'usager et qui sont compatibles avec les saines habitudes de vie afin de prémunir contre d'éventuelles reprises de la consommation. Et enfin, elle devrait planifier des activités professionnelles ou socio-professionnelles ou parascolaires qui favorisent l'intégration et la socialisation à même les milieux de travail. Donc, ça se fait vraiment en collaboration avec les employeurs ou les milieux d'accueil pour que ce genre d'activité soit organisé à même les milieux de travail. La troisième recommandation, elle porte sur l'intégration au milieu de vie et l'indépendance dans l'environnement, qui est une recommandation aussi qui est sans réserve. En prévision d'une intégration au milieu de vie, l'évaluation des usagers et de leur niveau d'autonomie et d'indépendance, donc exemple, la prise de décision, activité de vie au domicile, activité de vie quotidienne, elle devrait prendre en considération les risques relatifs à la reprise et à l'augmentation de la consommation. Lors de la transition vers un milieu de vie autonome, l'usager devrait réaliser des activités dans le milieu de vie. Donc, des tâches qu'il doit réaliser, idéalement, il faut non pas les faire dans un milieu institutionnel ou dans un centre, il faut absolument qu'il soit accompagné dans la réalisation de ces tâches à même son milieu, que l'intervenant se déplace chez lui, qu'il soit soutenu dans la tâche ménagère, dans le rangement, et aussi en dehors des séances thérapeutiques, comme je viens de le dire. Donc, elle inclut ces activités, celles axées sur la gestion quotidienne aussi des risques relatifs de la consommation. Les interventions devraient élaborer des règles et des protocoles en matière de gestion de la consommation. Ces règles devraient être élaborées avec la participation des usagers. Donc, il faut impliquer l'usager dans l'élaboration des règles de protocole afin de susciter son adhérence. Et elle devrait encourager la collaboration des membres de la famille et participer aux activités à l'élaboration de ces règles face à la consommation. Donc, c'est tout le monde qui devrait être appliqué dans ces règles-là, dans l'élaboration et l'application de ces règles, l'usager, l'intervenant, la famille, et idéalement que ce soit fait à même les milieux de vie. Afin d'encourager la consolidation et l'autonomie et l'indépendance, les interventions devraient organiser des activités autour des routines de vie quotidienne, donc l'alimentation, l'hygiène et les déplacements. On devrait idéalement retirer les supervisions de façon très progressive au fur et à mesure que l'usager évolue. Et par contre, en cas de difficulté ou de régression ou de rechute, rétablir rapidement les services et le soutien
Donc, on essaye de rendre la personne la plus autonome possible chez elle. On essaye de retirer le soutien, mais on reste toujours vigilant en cas de rechute de difficulté pour rétablir rapidement les services. Pour ce qui est des deux dernières recommandations, la mention avec réserve renvoie au fait que les résultats, comme je l'ai dit, des études sont parfois positifs, parfois sans effet, ou ne sont pas unanimes de façon générale. Elles peuvent toutefois être soutenues par les programmes ou les pratiques. Ainsi, la recommandation peut s'appliquer, mais avec une certaine précaution selon la situation et les particularités de l'usager. Pour ce qui est de la recommandation sur la consommation et les substances psychoactives, et recommandations avec réserve, les usagers devraient bénéficier de séances éducatives qui portent sur les symptômes courants du TCC versus ceux aggravés par la consommation. Donc, les impacts de la consommation sur le processus de rétablissement ainsi que les ressources d'aide à la consommation. Les interventions devraient prendre la forme de séances d'information individuelles ou en petits groupes, idéalement. Elles devraient inclure des trousses éducatives et une liste de ressources spécialisées dans le CIUS et dans la communauté, incluant celles en lien avec la consommation, donc du groupe d'entraide, des lignes téléphoniques et de soutien. Il faudrait aussi au moins un membre de la famille ou de l'usager devrait participer aux interventions afin de créer un lien significatif avec l'intervenant et aussi de bénéficier des services de soutien conseil des intervenants. Donc, l'implication d'un membre de la famille de façon très active dans la gestion de la consommation est vraiment très importante. Les usagers devraient bénéficier d'interventions multidisciplinaires planifiées, coordonnées et concertées et qui inclut la consommation comme dimension qui interagit et affecte avec les autres dimensions de la sphère de la vie. Par ailleurs, les interventions devraient être intégrées et inscrites dans un plan de service individualisé et les interventions devraient apprendre à utiliser judicieusement les ressources disponibles dans les CIUS et dans la communauté, en particulier celles en lien avec la consommation. Pour ce qui est de la dernière recommandation qui porte sur la vie sociale et le sentiment d'appartenance, qui est une recommandation aussi avec réserve, tout comme la consommation. Afin de prévenir l'isolement, les usagers devraient être encouragés à faire des activités sociales qui sont compatibles avec les saines habitudes de vie. Les interventions pourraient, par exemple, rejoindre les intérêts de l'usager, donc ça peut être des activités sportives ou de loisirs, être planifiées et organisées sur une base régulière, toutes les semaines ou 2 semaines, par exemple, et impliquer la participation des membres de la famille et des proches. Et pour finir, afin de prévenir et de soutenir la gestion de la consommation, les usagers devraient bénéficier d'un accompagnement personnalisé et identifier au préalable une liste de ressources communautaires. Cette liste pourrait inclure des ressources communautaires qui font la promotion et l'éducation des saines habitudes de vie, des groupes d'entraide, par exemple, des discussions accessibles dans la région ou dans le territoire. Et aussi, elle pourrait orienter les usagers vers les services spécialisés en dépendance du CIUS et dans la communauté. Voilà, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué de près ou de loin dans la réalisation de ce projet en matière de recherche documentaire, de soutien ad hoc, des représentants de la DEUR, donc de la Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche, des gens qui ont participé à la conception graphique et à la mise en page du rapport et à sa révision linguistique. Et aussi, nous remercions les membres du personnel qui œuvrent auprès des personnes ayant un TCC et de la consommation de substances psychoactives dans les programmes TCC, RAIS, les RAC et même celle du MADO, du CCS pour leur participation à la cueillette des données expérientielles. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre attention. Le rapport complet et le résumé aide-mémoire sont disponibles dans la section rapport de ETMI, dans la page de l'UETMI que vous voyez à l'écran. Par ailleurs, vous allez recevoir, tous les participants vont recevoir un courriel avec tous les liens qui mènent vers le rapport, vers le résumé du rapport, vers le aide-mémoire qui est un dépliant qui rapporte les principales recommandations dans un format visuel, ainsi que l'enregistrement vidéo de la présentation. Donc, vous êtes invités à partager tous ces liens-là dans vos réseaux respectifs.